Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à cliquer sur cette vidéo en attendant une analyse un peu sanglante. Linguistica fait partie des vidéastes que je ne connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai même jamais échangé de messages avec lui. En revanche, il se trouve que sa chaîne YouTube, je la trouve remarquable, je la dévore quasiment depuis ses débuts. J'ai commencé à prendre le train en route au bout à peu près d'un an de création de la chaîne, quand il y avait autour des 100 000 abonnés à ce moment-là. Et il se trouve que Benjamin de la chaîne Linguistica a eu une prise de position absolument désastreuse. Je vais vous la montrer dans un instant sans vous la commenter. Et ensuite, on va la discuter. Benjamin, il a déjà été massacré par le web entier. Je ne vais pas en rajouter, mais j'aimerais qu'on essaie de prendre de la hauteur sur ce qu'il a pu dire. Mais d'abord, voilà ce qu'il a déclaré en live au sujet des différentes cagnottes. Soit des cagnottes pour soutenir la cause palestinienne, soit de cagnottes d'autres vidéastes qui ont du mal à vivre. Et voilà ce qu'il avait dit en Twitch. Toujours est-il que en ce moment c'est la merde pour beaucoup de gens, y compris dans cette industrie culturelle. Donc oui, je ferme les yeux, c'est-à-dire quand on me demande de relayer des cagnottes, même si c'est pour sauver les enfants de Gaza ou les enfants du Yémen, je fais comme si je n'avais rien vu. Quand c'est des gens que je connais un peu plus directement, je leur explique que je ne vais pas leur partager leurs cagnottes et je ne vais pas faire appel à leur générosité, et je ne vais pas relayer leur financement participatif. Parce qu'en fait, moi aussi j'ai un financement participatif qui est là à l'année et qui est là à long terme pour financer les actions de long terme sur la chaîne, et que j'en ai aujourd'hui plus besoin que jamais. C'est-à-dire que pendant 2 ans, moi je ne parlais quasiment plus de toujours. Voilà, bon. Évidemment, la sortie est indécente. Comparer sa situation à la situation d'enfants en Palestine est évidemment indécent, et on pourrait bien évidemment dire, et c'est ce qui a choqué tout le monde, que non, la population palestinienne a évidemment beaucoup plus besoin d'argent que lui maintenant. Une fois que cela est dit, une fois que tout le monde lui est tombé dessus, une fois que tout le monde a exprimé son désaccord, et moi le premier, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire plusieurs choses. Premièrement, à partir du moment où vous commencez à vivre de ce que vous faites sur Internet, on voit ces politique personnelle de chapelle qui commence à apparaître, de boutiquier, comme disait Antoine Goya il y a quelques années, puis c'est maintenant beaucoup repris, où d'un seul coup, finalement, étant donné que vous vivez de ce que vous faites, vous devenez prisonnier de votre format, c'est-à-dire que vous êtes obligé de produire des choses qui vont faire de l'argent, ce qui n'est pas le cas d'un début de chaîne. Quand vous commencez à créer une chaîne, ou quand vous n'en vivez pas, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous faites ce qui vous amuse de faire, et puis si vous rencontrez le succès, ma foi, écoutez, tant mieux. C'est toujours très agréable de rencontrer le succès, de pouvoir échanger avec des personnes du public, de voir dans les commentaires de sa chaîne des personnes récurrentes qu'on lit depuis maintenant 3 ou 4 ans, continuer à nous suivre, continuer à nous écouter, continuer à mettre en avant nos contenus. Évidemment, ça a un côté assez beau, mais dès l'instant où vous allez commencer à vivre de ça, vous allez changer. Vous allez devoir changer profondément parce que vous êtes obligé d'essayer de manigancer entre ce que vous avez envie de produire et ce qui va fonctionner. Et ça, il le disait bien dans ce live, à un moment donné, il disait « Moi, ce que je peux faire éventuellement pour faire de l'argent, parce que les shorts lui rapportent assez peu d'argent, c'est faire du react à l'actu. » Voilà. Dès que le Figaro dit un truc un petit peu bidon sur, je sais pas, l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire, tout ce que vous voulez, je pourrais en faire des vidéos, puisque ce sont des vidéos vraisemblablement qui fonctionnent bien, mais c'est pas ce dont il a envie. Et donc, il se retrouve un peu piégé. Il se retrouve piégé dans une situation dans laquelle, d'un côté, il a besoin de produire des choses qui vont lui rapporter des revenus, et puis, de l'autre, de faire des choses qui l'intéressent. Et là, on pourrait tout de suite se poser des questions sur justement ce statut de créateur de contenu, qui est un statut extraordinairement précaire. Alors, évidemment, à choisir entre un statut précaire à faire des vidéos à domicile et les boulots que j'ai pu faire dans ma vie de magasinage et compagnie, je choisis évidemment les yeux fermés de travailler sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il ne faudrait pas retomber dans une forme de relativisme et fermer les yeux sur le fait que les créateurs de contenu qui vivent de leur contenu, ils souffrent globalement. On l'entend, y compris les personnes qui sont très populaires et qui gagnent beaucoup d'argent. Ils en souffrent parce qu'ils se retrouvent à gérer des relations parasociales en permanence et c'est compliqué le parasocial. Ils se retrouvent aussi à devoir produire du contenu et comme ça devient un travail, vous perdez petit à petit de l'intérêt pour ce que vous faites et ça je le comprends très bien. Moi j'ai des personnes dans mon entourage, une personne à laquelle je pense, qui est passionnée de photographie et qui a toujours rêvé d'en faire son métier. Et il se trouve qu'il en a fait son métier pendant 5 ans. Il faisait des photos de famille sur les plages. Enfin, il proposait évidemment à des familles de les prendre en photo sur les plages pour leur vendre des photos. Ensuite, il a fait des mariages, etc. Et puis au final, le contact du client l'a dégoûté de la photographie. Et aujourd'hui, il ne touche plus à ses appareils photo.
C'est grâce à lui d'ailleurs que depuis quelques années sur la chaîne, depuis 1 an et demi, vous avez une très belle image, puisque c'est lui qui m'a vendu d'occasion vraiment pour pas cher la caméra avec laquelle je tourne. Et donc je peux tout à fait comprendre que dès l'instant où votre passion devient quelque chose qui devient générateur de revenus et que ça devient votre première source de revenus, que d'un seul coup vous avez un rapport à cette passion qui finalement se dégrade petit à petit. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question à ce sujet-là? Comment on fait pour protéger ces personnes-là? Comment on fait pour protéger les personnes qui décident de faire de leur activité professionnelle du contenu sur les réseaux sociaux? C'est une profession comme une autre, c'est une profession qui a la qualité de produire du contenu qui peut être à la fois divertissant, qui peut être parfois éventuellement ludique, qui peut avoir pour vocation, je ne sais pas, de l'apprentissage, de la vulgarisation de la science, ce que vous voulez. Finalement, on n'a pas à juger. À partir du moment où une personne se dit c'est ça que j'aimerais faire dans ma vie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ce genre de situation dans laquelle il se trouve, à savoir, je ne gagne pas suffisamment d'argent par mois pour pouvoir me rémunérer mes partenaires et les personnes qui travaillent avec moi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Évidemment, il y a des choses qui existent déjà. Le CNC, maintenant on sait comment fonctionne le CNC. Le CNC, c'est un système de cooptation qui récompense les copains des copains et souvent des vidéastes qui ont déjà pas loin d'1 million d'abonnés, qui, quelque part, n'auraient pas réellement besoin de ça. Et donc, on pourrait imaginer qu'un statut professionnel soit créé et qu'il y ait une sorte d'intermittence pour ces personnes-là, un peu comme les artistes. On sait que le statut d'intermittent est aussi un statut précaire, que c'est un statut qui est difficile à obtenir pour les artistes. Ils ont besoin de produire des heures, surtout de fournir des preuves du fait qu'ils ont travaillé. Et vous prenez le cas, par exemple, d'un musicien. Un musicien, il va récupérer son statut d'intermittent s'il aura joué un certain nombre de dates, mais les heures de travail au quotidien ne sont même pas considérées comme une forme de travail. Et tout ça est catastrophique. Et tout ça pose une question de ce que nous, collectivement, on a envie. En société, dans une société qui a la chance d'être une société qui vit en paix, de quoi on a envie? Est-ce qu'on a envie de services publics qui fonctionnent, de personnes qui puissent vivre de leur passion, qui puissent produire du contenu éventuellement? Ou est-ce qu'on a envie de rester dans cette mentalité très libérale, très concurrentielle, dans laquelle on se jalouse finalement tous les uns les autres? Eh bien, malheureusement, en fait, le système dans lequel on vit actuellement est un système qui produit ça, qui produit une mise en concurrence d'absolument tout le monde, y compris des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu sont mis en concurrence et c'est ce qu'il dit, Benjamin, dans cet extrait. Et ça, c'est désastreux. Et encore une fois, vous n'avez pas de concurrence quand vous n'êtes pas sur les réseaux pour en vivre. À titre personnel, je n'ai pas de concurrent sur YouTube. Ça n'est pas vrai, parce que je n'ai pas d'ambition. Je n'ai pas d'ambition de gagner de l'argent. Avec cette chaîne, j'en gagne un petit peu. C'est très, très agréable. Ça me permet de faire 2 ou 3 sorties de plus par mois. Je gagne, pour rien vous cacher, entre 3 et 500 euros par mois avec les revenus publicitaires sur YouTube. C'est extrêmement agréable pour moi. Mais j'ai la chance de ne pas en vivre. J'ai la chance d'avoir un métier, de vivre en concubinage avec une personne qui, elle aussi, a une profession, parce qu'elle a eu les mêmes chances que moi dans la vie, de vivre dans des familles qui nous ont encouragés à faire des études, qui avaient les moyens intellectuellement de nous pousser à travailler le soir, etc., de faire nos devoirs avec nous. Donc j'ai cette chance-là, mais du coup, je n'ai pas de concurrent. Parce que j'ai pas d'objectif. Pour tout vous dire, je ne sais même pas combien d'abonnés j'ai sur la chaîne. Je sais que j'en avais 21 000 il y a à peu près un mois. Je ne sais pas où j'en suis, je m'en fiche. Dès l'instant où je déciderai un jour que ça deviendra mon activité principale, ça n'arrivera jamais, bien évidemment que ça changera. Parce que là, il va falloir que je pense à ramener un petit peu d'argent pour faire manger un petit peu la famille, etc. Et donc, cette déclaration, il est hors de question de dire qu'elle n'est pas problématique, il est hors de question de dire qu'elle n'est pas grave, mais il ne faudrait pas non plus prétendre qu'on ne comprend pas ce qu'il essaye de nous dire, Linguistica. Alors bien sûr, je ne pourrai jamais être d'accord, et je ne vais pas vous cacher, je me suis désabonné de sa chaîne, je suis désabonné de ses réseaux. Cette déclaration, moi, me choque beaucoup. Je suis sincèrement heurté par ce qu'il a pu dire et je trouve que ça révèle des choses qui ne me plaisent pas du tout, et l'océan de contenu sur les réseaux sociaux, sur tous les médias sociaux, YouTube et compagnie, est suffisamment large pour que je puisse aller découvrir d'autres types de contenus, d'autres vidéastes peut-être moins en vue, avec qui je partage plus de valeur. Donc je ne vais pas vous dire que je ne suis pas choqué, je ne vais pas vous faire la personne qui se met au-dessus de ça, etc. C'est pas vrai, je suis très choqué par ce qu'il a pu dire. Simplement, il ne faudrait pas non plus qu'on prétende qu'on ne comprend pas la détresse personnelle qu'il peut y avoir derrière ce type de déclaration. Il ne faudrait pas qu'on prétende que c'est simplement choquant et on essaye de ne pas entendre que derrière il est en train de nous dire mais merde, moi j'ai eu une période où cette chaîne a été rémunératrice et donc j'ai mis en place des choses, j'ai peut-être embauché des gens, je ne sais pas du tout comment ils fonctionnent en structure, et donc j'ai pu vivre décemment et faire vivre des personnes autour de moi, et aujourd'hui je suis en train de perdre ça, je suis en train de vivre une forme de déclassement social et c'est très angoissant. La situation dans laquelle elle est évidemment très angoissante. Vous le comprenez, je sais que vous le comprenez, je sais que je le comprends. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu insister sur les réseaux sociaux. Évidemment que j'oublierai pas cette déclaration, j'imagine qu'il s'excusera de ça, je suppose que quand vous êtes en live pendant des heures par semaine, vous lâchez des trucs comme ça.
Libre à vous après de choisir, je sais pas, de pardonner, d'aller de l'avant, etc. Bon, voilà, la situation humanitaire à Gaza est tellement désastreuse que cette comparaison vraiment me choque trop. Il aurait dit, je ne relais pas la cagnotte des autres vidéastes parce que on est en concurrence, j'aurais pu comprendre, même si je trouve ça désolant. Je trouve ça désolant que pour une personnalité ouvertement de gauche comme ça, qui se mette comme ça en concurrence libérale avec les autres, ça c'est la conséquence d'individus qui vivent dans une société libérale où même la production de divertissement pousse à des logiques concurrentielles, pousse à des logiques de boutique. Et donc, j'avais envie quand même de vous en parler. Je voulais pas mettre la poussière sous le tapis. Je voulais pas faire comme si ça ne s'était pas produit, parce que je pense qu'il faut qu'on ait aussi l'honnêteté intellectuelle à gauche, d'être capable d'aller travailler sur les discours que nous on produit à gauche et de les critiquer. Mais je voulais aussi prendre un tout petit peu de hauteur pour pas simplement participer juste au bashing là sur les médias sociaux. Bref. Linguisticae, c'est terminé pour moi, ça c'est une évidence, complètement, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., c'est fini. Maintenant, voilà, essayons de comprendre ce qu'il y a derrière, essayons de réfléchir collectivement à ce qu'on pourrait proposer comme solution pour que ce genre de situation n'existe plus, parce que c'est assez catastrophique et désastreux. Là, dans cette situation-là, ça pousse à la concurrence avec des cagnottes humanitaires, et dans d'autres situations, ça pousse des vidéastes à défendre leur patron accusé d'agression sexuelle, parce qu'ils ont peur de ce déclassement. Et je pense qu'il y a quelque chose à penser, quelque chose de fort à penser, qui doit aller au-delà de notre indignation, qui est tout à fait normale, mais qui, à mon avis, n'est pas très intéressante. Si on s'indigne juste de ça et qu'on s'arrête là, c'est pas spécialement intéressant. Voilà ce que je vais vous dire sur cette question-là. Moi, je vous souhaite de prendre soin de vous, en tous les cas, et je vous dis à demain. À bientôt, les amis. À demain, du coup. Salut.